Je souhaitais plutôt fixer le contexte de la dépression, qui est une maladie dont on entend souvent parler, mais parfois un petit peu difficile à cerner ou en tout cas à définir. Et ça fait partie des enjeux que de bien comprendre ce qu'est la dépression pour justement bien la soigner, puisque comme il a été dit juste avant, elle concerne beaucoup de personnes. Voilà, donc pour les spécialistes de la question, je vais malheureusement rien vous apprendre ce soir, mais bon, j'espère que ça vous intéressera quand même. Voilà, et puis pour les autres, eh bien, voilà, ça permettra d'y voir un petit peu plus clair sur ce qu'est la dépression et surtout de bien redéfinir son contexte pour, vous allez voir, que le diagnostic soit plus clair. Donc, qu'est-ce que la dépression, justement ? Il s'agit bien d'une maladie psychiatrique. C'est pas simplement un coup de déprime ou une tristesse passagère qui peut être par ailleurs extrêmement douloureuse et compliquée à gérer, mais là, on est bien dans le champ de la psychiatrie. C'est une affection qui est courante. On le disait tout à l'heure, elle concerne 300 millions de personnes dans le monde, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS. Donc, on estime que près d'une personne sur 5 a souffert ou souffrira d'une dépression au cours de sa vie. En France, plus précisément, elle est l'une des maladies psychiques les plus répandues. En 2010, près de 5 millions de personnes ont été touchées par un épisode dépressif durant l'année. Alors ça concernait plus précisément au niveau des chiffres les 15-85 ans à 7,5%. 25,5% des personnes, c'était des personnes âgées entre 15 et 54 ans, et 4,4% seulement pour les personnes âgées entre 55 ans et 85 ans. Donc une maladie qui touche plutôt la population jeune. Et environ 2 fois plus de femmes sont diagnostiquées comme souffrant de dépression. Un premier épisode dépressif peut se résoudre par une rémission spontanée dans les 6 mois à 1 an. Mais les épisodes isolés sont très rares. La première dépression annonce souvent une récidive, globalement dans les 5 ans, dans 50% à 80% des cas. Plus les récidives sont nombreuses, plus la dépression est sévère et plus le pronostic à long terme est sombre. L'objectif du traitement est donc certes de réduire les symptômes de la dépression, mais aussi et surtout de prévenir les récidives. Concernant le diagnostic, alors dans tous les pays, quel que soit le niveau de revenu des personnes, les personnes déprimées sont pas souvent diagnostiquées correctement. C'est-à-dire que elles peuvent être pas diagnostiquées du tout, mal, ou alors les personnes qui, au contraire, ne sont pas affectées par ce trouble, se voient parfois prescrire des antidépresseurs. C'est beaucoup le cas en France, puisque nous sommes de gros consommateurs d'antidépresseurs. Pourtant, la dépression répond à des critères très précis qui ont été fixés par l'OMS d'une part et par l'Association américaine de psychiatrie. Alors, je vous ai mis les 9 symptômes caractéristiques. Pour que le diagnostic de dépression soit posé, il faut que la personne en présente au moins 5, qu'elle est présentée presque tous les jours pendant les 2 dernières semaines. Et il faut obligatoirement que l'un des 2 premiers symptômes, c'est-à-dire la tristesse quasi permanente et la perte d'intérêt ou du plaisir qu'on appelle aussi anédonie, soit présente. Pour les patients qui présentent entre 5 et 7 symptômes parmi ceux-là, on va parler de dépression légère à modérée. Si ça dépasse 8, là on va parler de dépression sévère. Alors il y a aussi des échelles, des auto-questionnaires, des échelles de dépression qui permettent de préciser un petit peu les symptômes chez les personnes. Quand elle perdure et que son intensité est modérée ou sévère, et elle peut devenir une maladie très grave. Elle va envahir tous les domaines de la vie de la personne, professionnelle, familiale, etc., jusqu'à conduire potentiellement au suicide. Donc un mot sur le suicide, justement. Chaque année, près de 800 000 personnes meurent en se suicidant. C'est la 2e cause de mortalité chez les 15-29 ans. Donc toujours selon les sources de l'OMS. Et la dépression,
est la première cause de suicide, puisque près de 70% des personnes qui se suicident souffraient d'une dépression, le plus souvent non diagnostiquée ou non traitée. Voilà, d'où l'importance effectivement de pouvoir bien la diagnostiquer. Donc le risque de tentative de suicide est multiplié par 21 en cas d'épisode dépressif et par 4 en cas de rémission partielle par rapport à la rémission complète, bien sûr. Au final, entre 5 à 20% des patients se suicident et les personnes sous antidépresseurs au long cours ont un risque suicidaire moindre. Alors, il est important de savoir, par rapport au suicide, que les personnes qui ont recours au suicide ne voulaient pas nécessairement mourir. On entend souvent les personnes expliquer que, par exemple, si elles ont pris des traitements, c'était avant tout pour dormir et mettre fin à une souffrance intolérable et trop compliquée pour elles. Les personnes se retrouvent dans une forme un petit peu d'impasse. Ils ont l'impression qu'il n'y a plus du tout de solution qui s'ouvre à eux, et le suicide devient un peu la seule échappatoire qu'ils trouvent. Et important aussi de savoir que l'immense majorité des personnes qui ont des pensées suicidaires ne vont pas nécessairement faire de tentative. Alors, pourquoi la dépression survient-elle ? Les causes, elles sont multiples. Une dépression, déjà, elle peut survenir à tout âge de la vie et dans toutes les circonstances d'une personne à une autre. Les causes sont aussi bien physiques et biologiques que psychiques et psychosociales. Et en fait, c'est le résultat de ces mécanismes, alors pas toujours bien connus, mais en tout cas très liés, puisqu'en fait, la biologie est sans cesse modulée par la psychologie et inversement. Donc, l'association d'un traitement médicamenteux et la prise en charge psychothérapeutique est donc proposée, puisque effectivement, le traitement médical seul ne fera pas tout, et à l'inverse, une prise en charge psychothérapeutique n'est pas à elle seule le moyen de pouvoir traiter cette maladie. Il faut absolument avoir comme levier le traitement pharmacologique. Donc un petit mot sur justement les différents facteurs. Donc j'insiste sur le fait que voilà, c'est pas un ou l'autre des facteurs, c'est bien l'ensemble des facteurs qui peuvent communiquer entre eux pour causer cette maladie-là. Donc les facteurs psychologiques, certains des mécanismes trouvent leur origine dans l'enfance, par exemple la qualité des premières relations avec les parents, ou d'autres peuvent être liés à des choses plus actuelles, comme les traumatismes ou les deuils, etc. Les personnes souffrant de dépression expriment parfois des croyances négatives, c'est-à-dire qu'elles vont se croire incapables ou indignes de faire certaines choses, et elles envisagent les choses d'une manière toujours très pessimiste, à la fois pour le monde qui les entoure, mais aussi pour elles-mêmes. Du coup, c'est en agissant sur ce genre de mécanisme psychologique que la psychothérapie devient intéressante. Ensuite, la question génétique. Alors, une personne dont l'un des parents a fait une dépression a 2 à 4 fois plus de risques d'être dépressive au cours de sa vie. Alors attention, on n'est pas en train de dire que parce que une personne fait une dépression, nécessairement, elle va mettre au monde des enfants qui seront dépressifs, absolument pas. Là, ce qui va être transmis, c'est une forme de vulnérabilité, d'une fragilité, qui, associés à d'autres facteurs, pourront provoquer cette pathologie, mais pas nécessairement à chaque fois. Alors c'est le cas dans beaucoup de pathologies psychiatriques, parce que ça fonctionne un petit peu comme ça. C'est pour ça que souvent, on va demander aux patients les antécédents familiaux pour y voir un petit peu plus clair. Alors, beaucoup de recherches se font à ce sujet-là pour essayer d'améliorer les traitements. Ensuite, les facteurs liés à l'environnement. Donc là, il s'agit d'événements perturbants, un stress excessif causé par exemple par un conflit familial, par le travail, etc. Donc on va avoir ces facteurs dits précipitants qui peuvent déclencher la maladie, toujours associés à autre chose, mais en tout cas précipiter la maladie. C'est pour ça qu'on parle de facteurs précipitants ou facteurs de risque. Et puis aussi l'absence parfois de facteurs protecteurs. Par exemple, l'absence dans l'entourage de la personne de personnes qui vont être valorisantes, qui vont être proches et réconfortantes. Donc l'absence de certains facteurs de protection peut aussi être considérée dans les facteurs liés à l'environnement.
ou l'engagement dans des activités intéressantes. Voilà, les personnes isolées, par exemple, sont plus touchées. Voilà. Des facteurs liés à la santé physique, donc là, la présence d'une maladie chronique, d'un handicap, la dépendance aux produits toxiques, tout ça, ce sont des facteurs qui favorisent la survenue de la dépression. D'autant que, en ce qui concerne la prise de toxiques, si la personne a un sentiment de mal-être au départ, elle peut se tourner vers les produits pour essayer d'apaiser cette angoisse. Le problème, c'est que voilà, cet apaisement, ce sera un petit peu factice et ce sera éphémère, et ça va plutôt, au contraire, par la suite, intensifier les angoisses. Du coup, il faudra plus de produits pour pouvoir de nouveau s'apaiser, et ainsi de suite. Donc, c'est plutôt un cercle vicieux qui se met en place à ce moment-là. Et enfin, les facteurs biologiques. En fait, lors d'épisodes dépressifs, le fonctionnement du cerveau est perturbé. La chimie se dérègle un petit peu, alors que dans certaines parties du cerveau, bien sûr. Et ce dysfonctionnement, du coup, il va perturber les émotions, le plaisir ou la motivation de la personne. C'est difficile à l'heure actuelle de savoir si ces perturbations biologiques sont à l'initiative de la dépression ou si c'est l'inverse. Voilà, l'œuf ou la poule, on ne sait pas bien. Pour un petit peu mieux comprendre, je vous ai proposé un petit support vidéo pour voir un petit peu. Alors ça, ce sont les 3 neurotransmetteurs du cerveau, sur quoi ils agissent, un petit schéma. Et puis, je vous laisse une petite vidéo d'1 minute ou 2, je ne sais plus, pour essayer de comprendre les choses. L'encéphale est composé de 2 millions de cellules nerveuses interconnectées appelées neurones. Afin qu'une personne puisse penser, se déplacer ou ressentir, ces neurones doivent communiquer entre eux. C'est ce qu'ils font en envoyant et recevant des messagers chimiques appelés neurotransmetteurs. Lorsqu'un neurotransmetteur est libéré à partir d'un neurone, il traverse une fente ou synapse et se lie à un récepteur situé sur un autre neurone, faisant ainsi passer le signal. Bien que la dépression puisse être déclenchée par un événement émotionnel de la vie d'une personne, on a lié une baisse des niveaux de l'un des neurotransmetteurs, la sérotonine, à la biologie de la dépression. Voilà, c'est un petit schéma assez simpliste, mais qui, je trouvais, était assez clair. Alors, du coup, l'intérêt pharmacologique, ça va être ça. Ça va être d'essayer de régler un petit peu ce dérèglement chimique. Mais bon, le professeur Saoud en parlera bien mieux que moi, je pense. Pour terminer, sur les derniers travaux qui sont faits autour de la dépression, c'est important de voir qu'aujourd'hui on se rend compte que la dépression s'aggrave avec le temps parce qu'elle va avoir des effets irréversibles sur le cerveau. C'est-à-dire qu'elle va altérer ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Qu'est-ce que c'est que la plasticité cérébrale ? C'est notre capacité, c'est la capacité du cerveau à, entre guillemets, se remodeler ou en tout cas à s'adapter à son environnement. Exemple, en cas de traumatisme crânien, par exemple, vous avez une lésion à une certaine région du cerveau. Cette région, elle est le siège d'une fonction qui peut plus du coup être prise en charge par cette région-là qui est lésée. Du coup, le cerveau a cette capacité de trouver des régions soit tout autour de la lésion pour prendre le relais et assurer cette fonction, soit pour utiliser dans l'hémisphère opposé la région qui pourrait s'en occuper à sa place, on va dire. Et on voit que la dépression, au fur et à mesure des épisodes, cette plasticité-là, elle va être vraiment altérée. Donc, d'où l'importance de bien gérer les récidives, comme on le disait au tout départ. Et enfin, donc, les chercheurs de l'INSERM, ils ont mené une étude chez plus de 2000 patients qui avaient connu entre 1 et 5 épisodes dépressifs au cours de leur vie. Ils ont utilisé un petit test qui est illustré ici, où il s'agit simplement de relier des numéros le plus vite possible. Ça s'appelle le TMT et c'est un test attentionnel. Et ils voyaient que après un premier épisode dépressif, le temps en moyenne pour faire ce petit exercice, somme toute assez simple, était d'environ 35 secondes. À peu près identique chez les personnes qui subissent le deuxième épisode dépressif. En revanche, après
3 épisodes et plus, là, les temps augmentent considérablement. Et en moyenne, on arrive à un temps de 1 minute 20. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'on va parler d'effets neurotoxiques de la dépression. Donc là, ça va être un argument en faveur de l'utilisation de la remédiation cognitive dans la dépression. C'est une technique, une thérapie qui est bien utilisée déjà auprès des patients schizophrènes, par exemple, puisque voilà, on sait qu'il y a des désordres cognitifs et qu'en les améliorant, ça améliore aussi la qualité de vie des personnes et ça améliore de ce fait aussi leur prise en charge thérapeutique. Et de la même manière, cette pathologie qui provoque des désordres cognitifs aussi sur le plan de la mémoire, sur le plan de l'attention, de la planification, en travaillant en remédiation cognitive, c'est-à-dire en travaillant sur des petits exercices qui permettent de restimuler les régions cérébrales un petit peu endommagées. Ça permettrait du coup peut-être d'améliorer les thérapies. Voilà. Je passe la main à ma collègue Mélanie qui va